y intéresser. Pourquoi? Parce que nous sommes des investisseurs et nous pouvons investir partout dans le monde. Et l'Amérique du Sud est un pays qui est très riche également et par conséquent, il est bon de se tenir informé de l'évolution économique, sociologique, etc. Et pour l'instant, eh bien, ça bouge relativement beaucoup en Amérique du Sud. C'est vraiment devenu un continent qui est très instable pour le moment et on en parle peu chez nous. Donc, j'avais envie aujourd'hui de vous parler justement des derniers événements qui ont eu lieu et le pays qui fait office de référence aujourd'hui, ce sera l'Équateur, un candidat aux élections présidentielles en Équateur parce qu'il y avait eu des élections anticipées. Eh bien, il y a eu l'assassinat d'un candidat à la présidence lors de sa sortie du meeting politique. Eh bien, il s'est fait abattre en pleine rue alors qu'il remontait dans sa voiture et ça a été, à mon avis, la révélation d'une nouvelle réalité en Équateur. Donc, après l'assassinat de Fernando Villavicencio, on a vu donc la réalité changer en Équateur et passer d'un pays qui est considéré pendant de très nombreuses années comme un des pays les plus calmes, où il fait bon vivre et où il y a très peu de violence. Il faut savoir que l'Équateur était considéré jusqu'à il y a peu comme un pays où la violence n'était pas plus forte en Équateur que comme un pays comme la Lettonie, par exemple. Ce qui n'est pas mal pour un pays d'Amérique du Sud si vous comparez à la Colombie, au Mexique, etc. En Colombie, déjà dans les années 80-90, il y avait régulièrement des candidats qui étaient assassinés. On peut citer Jaime Leal, Bernardo Jaramillo. Et si on prend le cas du Mexique, eh bien, on peut compter qu'il y a déjà eu dans son histoire 27 candidats assassinés. Eh bien, la situation s'est encore aggravée, sans doute par l'arrivée du nouveau président qui est Noboa. Et à ce moment-ci, eh bien, vers le 6, 7, 8 janvier, eh bien, le nouveau président déclare l'état d'urgence et se dit être en guerre civile contre des narcotrafiquants qui menacent l'intégrité du gouvernement et de l'État équatorien. Et c'est là que la révélation se fait sur le monde entier que l'Équateur est en train de sombrer dans le chaos, dans la violence et que l'État semble perdre le contrôle de son pays. Commencé déjà dans les années 2000-2007 et qui s'est aggravé au fil du temps, mais ça s'est accéléré dès les années 2018-2019. Pourquoi? Bien, à cause évidemment de la baisse de l'économie, de la mauvaise économie, et également à cause du Covid qui n'a fait qu'aggraver la situation. Il faut savoir que c'est des pays d'Amérique du Sud, eh bien, qui sont relativement pauvres, où la pauvreté évidemment est très importante dans ce pays-là. Le chômage également et les inégalités et les conflits ethniques également, et tout cela accompagné d'une baisse de la croissance économique, eh bien, n'a fait qu'aggraver la situation. Il faut savoir que les pays sud-américains étant très pauvres, la population, certains ne gagnent qu'$1 par jour, à peu près, eh bien, le fait qu'ils ne savent pas travailler, eh bien, ils sont souvent attrapés par ces fameux gangs, narcos, etc. et délinquants pour travailler pour eux. Et pour eux, ben, s'ils gagnent un petit peu d'argent et qu'ils sont nourris, logés, eh bien, évidemment, ils tombent dans le panneau, évidemment. Mais c'est de ce côté-là qu'on renforce, évidemment, la violence, puisque ces gens-là n'ayant d'autre choix que de se nourrir en faisant des activités délinquantes, eh bien, c'est le seul moyen qu'ils ont de nourrir leur famille et par conséquent, ça renforce évidemment le côté délinquant dans ces pays. Ça, c'est une des causes évidemment de la montée de la violence dans ce pays qui était un havre de paix. 30% de la population vit dans la pauvreté, un tiers, et bon, comme vous savez que les statistiques ne représentent jamais la réalité, vous pouvez dire que ça touche pratiquement la moitié de la population. Donc ils n'ont d'autre choix que tirer leur épingle du jeu en prenant du travail où il y en a, et très souvent, ben, ces gens-là, ils ont le cœur ouvert pour vous faire entrer hein, et finalement travailler dans des activités en noir et en des activités délinquantes dangereuses. Eh bien, c'est le pouvoir de la poudre blanche et je dirais même plus de tout ce qui est délinquance et qui tourne autour. Ça peut être trafic d'armes, ça peut être trafic de femmes, etc., vente d'armement, etc.
Comment ça en était arrivé là? Eh bien, l'Équateur était un des pays qui n'avait pratiquement pas de grands producteurs de ce type d'agriculture, je vais dire ça comme ça. Tout se situait à l'extérieur et autour de l'Équateur. C'était le Mexique, la Colombie, le Brésil, l'Honduras, qui étaient des pays vraiment les plus producteurs au monde. Mais comme vous le savez bien, à un moment donné, bien, les États n'ont pas d'autre choix que de faire la chasse à la sorcière et de faire bon, des nettoyages à un moment donné. Et ceux qui n'ont pas été arrêtés, ben, ils fuient et se délocalisent. Hein, c'est un peu comme dans l'économie. Et ben, ils ont fini de descendre des États-Unis vers le Mexique vers l'Amérique du Sud avec la Colombie, qui était vraiment un des gros pays. Souvenez-vous des FARC, hein, finalement, ça devient des gens très très puissants. Bien si les FARC ne sont pas tous dans la délinquance, c'était aussi des gens avec des opinions politiques marxistes. Et malgré tout, eh bien, on a un peu des milices privées qui deviennent en fait un peu à bordure de la délinquance, qui rejoignent un peu dans les deux sens. On ne sait plus trop bien où on est quand on va en Amérique du Sud et contrôler. On ne sait jamais de qui on est contrôlé, si c'est par des officiers de l'État ou des officiers narcos ou des officiers privés. Donc, ça devient un peu compliqué à un moment donné de s'y retrouver. Et là, à ce moment-là, il y a un grand nettoyage. Et finalement, bien, tout le monde est retombé sur l'Équateur, qui est un pays inconnu dans ce milieu-là. Et là, tout le monde est venu se réintroduire. Alors l'Équateur n'est pas encore devenu un pays producteur. Il reste encore non producteur, mais il est devenu une base logistique pour tout ce commerce de délinquance. Et comment ça se pratique? Eh bien, en fait, ils sont arrivés, ils ont fait leur logistique, ils ont fait des pistes d'aérodromes privés dans la jungle. Là, il faut savoir que c'est un pays 10 fois la Belgique. Il y a très peu de terres inoccupées, donc c'est très facile de construire des pistes, de faire des caches, de transformer la matière, de les empaqueter, de les préparer à l'envoi, etc. Donc l'Équateur est devenu un pays de logistique pour transférer eh bien, tout cela vers l'Asie et principalement vers l'Europe, où malheureusement on est bien connu en Europe que c'est la Belgique avec le port d'Anvers, la Hollande et l'Espagne qui sont les trois pays qui vont retransférer ensuite la production autre part en Europe. Mais c'est principalement l'Équateur que la logistique se passe. Ils ont donc pris avec de l'assurance et de plus en plus de force eh bien, la domination de tout ce qui leur sert, c'est-à-dire les aéroports, des aéroports privés, des pistes, mais également les ports, comme les ports de Guayaquil, eh bien, ils sont presque devenus sous l'autorité de ces fameuses bandes délinquantes. Donc, comme vous l'avez compris, eh bien, tous les points de communication importants vers l'international sont maintenant sous la domination des grands cartels qui font donc du trafic, de la délinquance, de la poudre blanche, des armes, aussi du trafic de femmes et également le blanchissement d'argent. Et j'ajouterai un point important au fait que l'Équateur est devenu un pays qui tombe sous la délinquance, c'est que depuis les années 2000, l'Équateur, vu son contexte économique qui était vraiment au bord du gouffre, a décidé d'abandonner sa monnaie locale, le sucre, pour passer au dollar américain. C'est le seul pays d'Amérique latine qui est passé au dollar américain, ce qui est une grande facilité pour ceux qui veulent blanchir l'argent un peu en parallèle au Panama où le dollar américain est évidemment aussi une monnaie courante pour le blanchissement d'argent. Eh bien, l'Équateur est devenu aussi une plaque tournante de blanchissement d'argent à cause du passage au dollar américain et qui est sûrement une des résultantes de toute cette violence maintenant dans le pays. Non, une grosse partie de tout ce qui est communication internationale et également les banques, etc. Et ça va même jusqu'à corrompre l'administration et même la police et les services de sécurité, on y reviendra. Eh bien, tous ces gangs, eh bien, ils viennent évidemment de l'étranger. Il y a des gangs norvégiens, il y a des gangs colombiens, il y a des gangs mexicains qui sont venus évidemment s'installer en Équateur. Et évidemment, ces gangs, eh bien, ils forment des groupements
entre eux, des cartels. Alors vous avez des cartels du loup, vous avez des cartels du tigre, et puis les cartels se disputant entre eux pour avoir celui qui va dominer le pays, et puis les cartels se divisent et se refont. Donc tout ça, ils se battent entre eux, ils ne se battent pas en justice, mais ils se battent à coups de fusil évidemment, et à coups d'assassinat, etc. Même en pleine rue, c'est pas rare qu'il y a encore récemment un chanteur équatorien qui a été abattu en pleine rue. Il allait chercher sa fille à l'école et il a été au mauvais endroit, au mauvais moment. Il a reçu une balle perdue et il est décédé. Et bien tout ça, c'est souvent parce qu'il y a des règlements de compte entre cartels en pleine rue, en plein restaurant, etc. Et si vous êtes là au mauvais moment, ben évidemment, vous y restez. Voilà. Il faut savoir que l'Équateur, pour l'instant, eh bien, il meurt à peu près une personne toutes les heures euh, suite à un incident de balle perdue ou d'explosion ou d'attentat. Tout cela a démarré par l'arrivée au pouvoir en 2007, par l'arrivée au pouvoir du président Rafael Correa, qui est de tendance socialiste. Si vous m'avez compris, c'était un ami à Fidel Castro, à Chavez et à Morales. Et c'était donc des tendances plutôt socialistes marxistes. Dans ces cas-là, ça veut dire que ce sont des gens qui ont une tendance à soutenir également les ethnies et les colonies minoritaires, c'est-à-dire les autochtones, parce qu'il faut savoir qu'on a les gens qui sont blancs de peau, un peu comme moi, et vous avez des gens qui vivent, les Indiens, on va dire, qui sont déjà commerciales et ceux qui sont vraiment encore à l'état sauvage. Et très souvent, bien, une grande partie des hommes politiques plutôt de tendance de droite ne les prennent pas en charge, ils considèrent qu'ils n'existent pas. Et d'autres, comme les socialistes, eux, ont tendance à les faire arriver au pouvoir. Et on voit de plus en plus de gens qui arrivent à monter dans les strates de la société en partant de zéro. Et ça ne plaît pas à tout le monde. On parlera des Kings, qui étaient clandestins et que finalement, il a essayé d'associer à des associations de jeunesse. Il a également, en 2011, fait des plans de sécurité et il a également modifié le code pénal en 2014. C'est quelqu'un qui est venu faire des études en Belgique à l'Université catholique de Louvain. Il a fait des études d'économie, il a eu son doctorat et il a terminé des études de droit administratif aux États-Unis. Donc c'est un universitaire. C'est quelqu'un qui est parti de zéro. Son père était dans la délinquance, il a fait du trafic de drogue à petite échelle, mais il en a fait. Pourquoi? Pour nourrir ses enfants. Et son fils, eh bien, il est devenu président au fil du temps. Il s'est battu, il a été travailler tous les jours, les week-ends, etc., pour avoir de l'argent. Il a appris en Europe à comprendre le côté sociologique et criminologique de la société, travailler, parler, envoyer des éducateurs de rue, etc., et essayer de parler avec ces personnes pour finalement arriver à calmer la délinquance et à la réduire. C'est ce qu'il a essayé de faire en légalisant certains gangs, en essayant de les associer à des clubs de jeunesse, à essayer de travailler, que l'État travaille avec eux, et ça lui a été reproché. Alors, pour en terminer avec Correa, ce qui a surtout été le plus reproché, c'est que ce dernier a fermé la base militaire de Manta en 2009 aux Américains. Il faut savoir que l'Équateur est, comme tous les pays d'Amérique du Sud, le grappin mis dessus par les États-Unis. Les États-Unis ont beaucoup de bases et mettent le pied dans le pays, soi-disant au nom de venir protéger le pays de tout ce qui est drogue, etc. Et comme vous l'avez compris, Correa étant de tendance de gauche, eh bien, il a mis les Américains dehors, ce qui n'a pas fait plaisir ni d'un côté ni de l'autre, vous l'aurez compris, et ça lui a été reproché également dans sa politique lors de sa présidence. Si je me souviens bien, il a fait 3 mandats consécutifs. Il a modifié la Constitution pour pouvoir y rester parce que normalement, on ne pouvait faire qu'un mandat de 4 ans. Donc finalement, il est resté jusqu'en 2017. Et là, il a dû finalement faire des élections anticipées. Pourquoi? Parce qu'il a été inculpé pour corruption. Pendant ces mandats, eh bien, les homicides avaient quand même fortement diminué et les meurtres et les assassinats également.
Donc voilà, mais enfin on lui reproche ça, donc je vous l'informe que c'est une des raisons qui pourrait être retenue, même si les autres qui vont suivre par la suite eh bien, ne seront pas mieux comme président et ne feront sûrement pas mieux que lui pour voir où on en est aujourd'hui. Ça donne un peu raison à ce que lui avait entrepris à l'époque. Moreno prend donc le pouvoir en 2021 et là, eh bien, son but c'est de diminuer les dépenses de l'État, limiter les rentrées d'argent, diminuant les impôts. Il va aller jusqu'à réduire les pouvoirs du ministère de la Justice et du budget. Et on va entrer dans une situation où finalement les prisons vont sortir hors de contrôle de l'État. Alors bien, s'en vient l'assaut qui arrive au pouvoir et lui continue la descente aux enfers. Lui, il va provoquer un blocage législatif où il n'y a plus moyen de faire passer une seule loi. On entre dans l'insécurité. Il y a de plus en plus d'états d'urgence qui sont décrétés dans les prisons. Ça avait commencé avec l'ancien président, mais là, ça devient de plus en plus répétitif. Il essaie d'enlever de plus en plus de pouvoir à l'armée et il arrive et il accorde la possibilité à tout citoyen d'obtenir des armes, donc que les civils puissent s'armer. Et là, c'est la descente aux enfers. On arrive d'état d'urgence en état d'urgence et finalement, suite à un référendum qu'il a en sa défaveur, il provoque les élections. Et donc, c'est les élections en août 2023 et c'est le président en octobre 2023 qui sera élu à la présidence. C'est le président Noboa qui prendra les fonctions en ayant promis au pays d'avoir un pouvoir fort, en faisant la guerre et en ramenant la sécurité à l'intérieur du pays. Toutes les bananes sont interdites d'accès en Russie pour une seule raison, eh bien il y aurait à l'intérieur un insecte qui serait néfaste et qui aurait pondu dans les bananes, donc l'interdiction à l'Équateur d'exporter encore des bananes. Ça pourrait également s'étendre aux roses également. Et quand on pense que la Saint-Valentin est toute proche, eh bien c'est là quand même que le pays fait son plus gros budget, c'est avec les roses également. Et là, Poutine pourrait également prendre des sanctions. Pourquoi a-t-il pris ce genre de sanctions? Eh bien, tout simplement parce que la Russie a porté son aide à l'Équateur en apportant du matériel militaire et le nouveau président Noboa n'a rien trouvé de mieux que d'aller donner ce matériel-là aux États-Unis. Évidemment, pourquoi? Pour espionner le type de matériel et du coup, en représailles, eh bien, la Russie a décidé d'interdire l'exportation vers son pays. L'Équateur, eh bien, sa situation économique s'est dégradée au fil des années. Ça a commencé en 2000, je vous l'ai dit, par le passage au dollar, ce qui permet évidemment à tout ce qui est trafic délinquant et illégal de pouvoir utiliser le blanchissement d'argent. C'est très facile à faire quand on a une monnaie comme le dollar. Deux, eh bien, l'évolution économique a évidemment eu son influence puisque au fil des années, la population est devenue de plus en plus pauvre. Il y a eu de plus en plus de chômage, de pauvreté et par conséquent récupéré par les narcotrafiquants. Enfin, le passage par Rafael Correa qui a essayé de mettre un holà à la montée de la délinquance par un mécanisme sociologique pas très apprécié de la population, mais qui a eu néanmoins pour conséquence que les homicides ont malgré tout diminué. Et par son départ, eh bien, tout ce qui était communiste, marxiste, a disparu pour faire place à des partis politiques qu'on dira à l'européenne social-démocrate de droite, qui eux, eh bien, n'ont rien fait. Ils ont tout simplement détricoté le pouvoir en supprimant pour certains présidents le ministère de la Justice, en supprimant certaines administrations, en réduisant les dépenses, en diminuant les impôts et par conséquent on est arrivé à un vide étatique et le vide étatique, ben, il a été remplacé par le pouvoir de la délinquance. La corruption n'a évidemment rien arrangé, quelles que soient les strates de la société, que ce soit au niveau local, des administrations, police locale, etc. Mais ça s'est même propagé au niveau ministériel, à l'armée
et même dans des juges et des ministères. Donc, toute la société a été gangrénée par la corruption et a permis évidemment à ce que le pays s'embrase dans un chaos de violence. Enfin, on notera également que l'arrivée d'un nouveau président qui était encore de tendance de droite, mais avec une volonté de faire la guerre à toute la délinquance de la poudre blanche, qui en a fait d'ailleurs son leitmotiv de sa campagne électorale, et bien son arrivée au pouvoir a amené une certaine inquiétude, à mon avis, dans ces milieux-là, ce qui n'a rien arrangé, et c'est de là qu'est arrivée finalement l'explosion, puisqu'il y a eu pendant la campagne électorale un candidat qui a été assassiné, et puis à l'arrivée de Noboa, il n'a pas fallu longtemps pour voir arriver l'évasion de Fito de la prison en Équateur. Il faut savoir que les prisons en Équateur, pour les narcotrafiquants, c'est carrément des prisons de luxe, puisqu'ils avaient à l'intérieur des discothèques, etc. Et c'était même tous enfermés, mais ils avaient la possibilité depuis leur prison de gérer leurs activités illégales à l'extérieur et de pouvoir bénéficier de tous les avantages en prison, tout ce que vous pouvez imaginer. Si vous voulez vous rendre compte de ce que c'est les prisons des narcos, vous allez voir le film d'Escobar. C'est finalement, le président a déclaré l'état d'urgence. De cela, 2 jours plus tard, un nouveau narcotrafiquant s'évadait de prison. L'armée essaie de récupérer le pays et de récupérer les prisons. Apparemment, ça semble être le cas. Pour combien de temps, on n'en sait rien. L'état d'urgence est proclamé pour 90 jours, mais il y a déjà des mouvements et on entend dans les discours présidentiels que l'état d'urgence pourrait être prolongé tant que nous n'aurions pas arrêté celui qui s'est évadé, le fameux célèbre Fito. Donc, ça laisse supposer que l'état d'urgence pourrait se prolonger de manière ad vitam aeternam. Et tout ça serait tendance à dire que l'Équateur est en train de sombrer dans un pays où la démocratie risque à long terme d'être mise en danger. On peut comparer cette situation à ce qui se passe au Salvador. Au Salvador, on a eu le même problème de conflit et de révolte entre gangs. Au Salvador, en fait, au Salvador, il y a eu pendant très longtemps un pays en instabilité et beaucoup s'étaient expatriés aux États-Unis où ils ont formé des gangs là-bas. Et quand la situation s'est améliorée dans le Salvador, ils sont revenus, mais avec ce qu'ils avaient appris aux États-Unis. Donc, ils ont créé leur petite bande au Salvador. Et est arrivé au pouvoir Bukele, qui était un des plus jeunes présidents, un peu en comparaison de ce qui se passe en Équateur. Noboa est le plus jeune président, il est dans la trentaine, c'est un milliardaire. Bukele aussi, il a une trentaine d'années et c'est un milliardaire également, et qui est, lui, très branché sur les réseaux sociaux, ce qui a d'ailleurs fait son poids, ce qui lui a permis d'être élu, parce qu'il a pu être proche des jeunes générations qui étaient très branchées sur tout ce qui est réseaux sociaux. Une fois qu'il est arrivé au pouvoir, c'était plutôt quelqu'un de tendance de gauche. Et une fois au pouvoir, eh bien, ça a commencé à s'embraser dans les prisons. Il a dû également déclarer l'état d'urgence. Et à un moment donné, eh bien, on l'a vu se transformer. Et d'ailleurs, régulièrement, il s'annonce maintenant être un dictateur. Il fait un peu ce qu'il veut, il modifie un peu les lois. Il est même allé jusqu'à un moment donné à rentrer au Parlement législatif au Salvador et qu'il n'avait pas en sa faveur, puisqu'il était minoritaire. Et là, il est entré là avec l'armée pour s'imposer et faire ce qu'il a envie de faire. Donc, ça laisse quand même froid dans le dos quand on voit ce qui se passe. Et j'ai un peu peur qu'un jour ou l'autre, bien, Noboa ne prenne le même profil. Quelqu'un qui est parti d'une famille qui est déjà depuis très longtemps dans politique. Il y a déjà eu des prédécesseurs. Et c'est quelqu'un qui est milliardaire dans le domaine de la banane, d'où peut-être rapprochement avec ce que je vous ai dit avec Poutine. Aucun pays ne doit évidemment perdre de son autorité au profit de n'importe quel autre
association, organisation ou même institution. L'État doit rester intègre et doit être supérieur à tout. Donc, on peut comprendre qu'un État cherche à récupérer son autorité et son pouvoir. C'est tout à fait légitime. Mais jusqu'à quel prix peut-on le faire? Peut-on aller jusqu'à limiter les droits de l'homme, les droits internationaux, etc. Ça, c'est la première question. La deuxième question, ce sera de se poser la question, est-ce que c'est vraiment utile et est-ce que ça va être vraiment efficace de déclarer un état d'urgence? Dans un premier temps, sûrement, mais est-ce que ça sera valable et suffisant à long terme? Je ne le crois pas, parce que les phénomènes de drogue, d'illégalité, de délinquance ne se règlent pas uniquement par la répression, mais il faut aussi, à un moment donné, transformer cela en politique préventive. Et là, à mon avis, Raphaël Correa a été un des seuls à essayer de faire de la prévention et d'aller plutôt à la source et à l'origine de la délinquance plutôt qu'aller sur la répression. Et ça lui a été reproché. Mais à mon avis, les deux politiques devraient être exercées de manière conjointe. On utilise la technique américaine de la guerre contre la drogue avec des coups de poing, des coups d'État, etc. Mais tout cela, ça ne fait que de s'attaquer à l'offre. Or, le problème, c'est qu'il y a de la demande aux États-Unis, en Europe et en Asie. Tant qu'on aura des consommateurs, eh bien, il y aura des gens pour répondre à la demande des consommateurs. Donc, il faut aussi s'attaquer à la demande. Et ça, c'est pas en réprimant un pays que l'on arrivera à enrayer ce qui se passe, la demande à l'extérieur et dans le monde. En disant que même cette violence qui existe en Amérique centrale et en Amérique du Sud, et même dans certains quartiers des États-Unis, eh bien, ça s'exporte même jusqu'en Europe. Moi qui suis belge, je peux vous dire que dans la zone aéroportuaire d'Anvers, tout autour d'Anvers, vers Berchtesgaden et tout ça, eh bien, il devient de plus en plus dangereux de circuler en rue. Il n'est pas rare qu'on entend cocktail Molotov, incendie, qu'on a tiré sur une personne en pleine rue. Ça ressemble déjà fort à ce qui se passe en Amérique du Sud également. À se demander si ce n'est déjà pas des règlements de compte entre trafiquants. Je terminerai sur l'Équateur en disant également que tant qu'il y a l'état d'urgence, apparemment la situation semble être reprise sous contrôle par l'État équatorien. Il y a un semblant maintenant de moins de violence et l'État est redevenu maître dans les prisons et apparemment à la gestion du pays. Mais qu'est-ce que cela va devenir lorsque l'état d'urgence prendra fin? Et en espérant pour la démocratie que ça se fasse, est-ce que l'on ne retournera pas de nouveau vers la violence? L'État ne doit pas se défendre contre un ennemi extérieur, mais elle doit se défendre contre des organisations criminelles. Et quand on sait que les États sont de plus en plus endettés et que ces gangs-là sont loin d'être sous-endettés, mais sont ultra riches, eh bien c'est peut-être tout simplement, à la base, un conflit entre riches et pauvres. En général, celui qui a le pouvoir, c'est celui qui a l'argent. Et là, c'est comme ça que l'on se retrouve, comme en Amérique du Sud, avec des États qui ne sont plus capables de gérer leur pays parce qu'ils ne sont plus puissants assez pour le faire. Et donc, on devrait regarder aussi chez nous ce qui se passe parce qu'on n'est pas non plus des plus riches dans nos États.